Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue avec nous dans notre émission quotidienne Plein Feu, le vrai débat. Ce soir, nous accueillons Zakaria Zaidan, qui est candidat dans la 4e circonscription. Il va nous en parler. Zakaria Zaidan, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Zaidan, vous allez nous parler un peu de vous. Alors, vous avez des origines, vous avez grandi où, quelles sont votre appétence, qu'est-ce qui vous a conduit là? Enfin, expliquez-nous un petit peu. Eh bien, écoutez, moi je suis né au Maroc il y a maintenant 36 ans, d'un père marocain, d'une mère française qui était partie faire de la coopération, comme beaucoup d'enseignants dans les années 60 et 70 au Maroc. Et de cette union sont nés deux enfants, ma sœur Myriam et moi-même. Et nous avons grandi en partie au Maroc avant d'arriver en France dans les années 80, dans un territoire qui est la Lorraine, qui est un territoire industriel, en Moselle plus précisément, près de la frontière allemande, et dans lequel j'ai grandi jusqu'à mes 24-25 ans, au moment où, après avoir passé mes diplômes de droit, j'ai décidé de partir en Île-de-France pour tenter l'aventure francilienne et pour mon métier. Alors, ça a dû vous faire un changement entre la température, parce que je crois que vous êtes, si mes recherches sont bonnes, vous êtes Marrakchi, vous êtes originaire de Marrakech, donc entre les températures de Marrakech et la Lorraine, c'est, je crois, Nancy où vous avez atterri, c'est ça? C'est un choc thermique, c'est un peu plus à l'est encore. Un peu plus à l'est encore, donc vous étiez où, dites-le à nos télé? En Moselle, près de Forbach. Près de Forbach. Forbach qui est connu aujourd'hui beaucoup à cause notamment de l'implantation, en tout cas celle qu'essaie d'avoir Florian Philippot du Front National. Non, moi je suis Fassi au départ, je suis né à Fès, mais le berceau de ma famille, et là où toute ma famille réside, c'est Marrakech. Donc là aussi, il y avait déjà un premier choc thermique, parce que entre les Fassi et les Marrakchi, c'est pas toujours une relation, c'est un peu la même relation qu'entre Bordeaux et Paris, ou Lyon et Paris, c'est-à-dire c'est des entités fortes, des villes fortes, avec des caractères forts, et qui parfois dialoguent, et puis d'autres fois sont un peu plus en conflit. Comme quoi, ce que vous dites est intéressant, M. Zaidan, c'est que comme quoi on n'a pas besoin de traverser les Méditerranées pour être en conflit. Non, exactement. Et moi j'ai eu beaucoup de plaisir, et surtout j'ai essayé de retirer de chacun de mes passages, quel qu'il soit. Alors bien sûr, à Fès, j'y suis resté que 4 ou 5 ans, mais j'y suis retourné souvent. Et puis j'ai un père qui a toujours veillé à ce qu'on revienne à nos racines. Et Marrakech, ça a été pour le coup, par contre, une vie, je dirais, estivale. Tous les étés, on allait les passer, comme beaucoup de Marocains, on allait les passer en famille, évidemment à Marrakech, et c'était une époque où on prenait 3 mois de vacances. On partait à la mi-juin, pour revenir finalement tout début septembre, en général la veille de la rentrée, c'est le moment où on rentrait. Et ça, c'est des périodes du coup de ma vie très importantes qui se sont déroulées et qui sont souvent des moments d'ailleurs très agréables. Et donc on va parler de Forbach forcément, puisque si Florent Philippot essaie de s'y implanter, je crois que vous êtes engagé, je crois que vous avez fait un parcours assez brillant. D'ailleurs, vous allez peut-être nous en parler un peu pour qu'on vous découvre, parce que je sais que vous êtes candidat dans la 4e, vous êtes un jeune candidat, 36 ans, c'est jeune, vu qu'il y en a à 70 ans, ils veulent pas quitter la politique, donc 36 ans, vous avez de la marge. Mais et donc c'est vrai qu'on vous découvre, et donc vous avez fait des études assez poussées, assez brillantes, et vous êtes arrivé ici, je crois, aux impôts, c'est ça? Oui, alors en fait, moi j'ai fait un cursus que certains qualifieront de brillant, et je suis très heureux, d'autres qualifient d'un cursus républicain surtout, des études de droit solides, parce que mes parents m'ont toujours dit de faire des études solides, des études que j'ai poussées pour aller le plus loin possible en droit des affaires, en fiscalité, ce qui était à l'époque l'envie qui était la mienne en termes professionnels. Et puis, à un moment donné, une question qui se pose, de savoir si on a envie d'être plutôt du côté de ceux qui permettent d'optimiser la fiscalité, ou d'être du côté de celui qui doit veiller à ce que la fiscalité rentre dans les caisses de l'État, c'est-à-dire de l'État. Et moi, j'ai choisi plutôt la voie du concours, à un moment donné, où j'aurais pu aussi devenir avocat. Ça m'intéressait moins. Je voulais impérativement rendre à l'État français ce qu'il m'avait donné. Et pour moi, ça passait nécessairement par le concours. Et le concours d'inspecteur des impôts, comme le concours d'inspecteur du Trésor, j'avais eu les deux à l'époque, étaient pour moi des voies intéressantes, pertinentes, de revenir à un moment donné, de dire à l'État français, à la République, voilà, j'ai pu faire des études, des bonnes études, des études qui ne m'ont pas coûté en dehors de ce qui coûte aujourd'hui le contexte des études,
mais des études qui m'ont permis de devenir ce que je suis devenu, d'assurer à la fois ma vie professionnelle et puis d'assurer un parcours. Voilà, et je voulais absolument rendre ça à l'État, c'est important à mes yeux. Et donc, comment vous est venue l'appétence pour vous engager en politique? Expliquez-nous. Très tôt. Très tôt, très jeune. Moi, je suis, dès l'âge de 16 ou 17 ans, je me suis engagé au sein du Parti Socialiste, et à l'époque en Moselle, où je grandissais, parce que c'était très lié à un événement. C'est la venue de Jean-Marie Le Pen, qui était venu parader à Strasbourg. Quelques semaines après avoir exigé la tête de Catherine Trottmann, la maire de Strasbourg, il avait demandé qu'on lui apporte sa tête sur un plateau dans une de ces sorties dont Jean-Marie Le Pen a le secret. Ça avait créé un mouvement très fort, pas seulement politique, associatif, culturel. Les gens avaient envie de montrer que Strasbourg, à l'époque, et l'Est de la France n'étaient pas donné à Jean-Marie Le Pen, n'était pas donné à l'extrême droite. Et donc il y a eu l'une des plus grandes manifestations, je crois sûrement d'ailleurs la plus grande manifestation à l'époque, en province, qui a eu lieu, c'était celle de Strasbourg, qui s'était clôturée d'ailleurs par un joli concert de Noir Désir dont j'étais un grand fan. Et ça a marqué le moment de mon engagement. J'y suis allé avec le Parti Socialiste local et je suis revenu avec ma carte du Parti Socialiste chez moi à Forbach le soir même. Et donc, parlez-nous un peu de votre arrivée en Ile-de-France, parce que je sais que vous êtes arrivé en Ile-de-France, vous êtes engagé, vous avez travaillé aux impôts, vous avez continué à militer, vous vous êtes implanté avec votre petite famille, vous allez me parler, vous avez d'ailleurs, si vous voulez alors passer le message, je crois que vous êtes marié, vous avez des enfants? Je suis marié, 4 enfants, je suis arrivé ici à mes 25 ans, 26 ans, j'ai exercé ma fonction pendant 5 ou 6 ans. Et puis à un moment donné, les hasards, il n'y a que d'ailleurs souvent dans un certain nombre de milieux où ça accélère vite, d'un coup, il faut être prêt. Eh bien, à un moment donné, ma route croise celle d'un homme politique de premier plan avec qui je décide de travailler parce que l'opportunité m'en est laissée. Et je le dis, c'est Manuel Valls, qui était à l'époque maire d'Évry, président de l'agglomération d'Évry, et qui m'a proposé de le rejoindre. Je l'ai rejoint volontiers parce que pour moi, c'était une façon d'aller découvrir un nouveau monde, celui des collectivités locales, mais celui aussi des collectivités locales de la banlieue parisienne. Pas n'importe quelle collectivité locale où on sait ce que veut dire la solidarité, on sait ce que veut dire la rénovation urbaine, on sait ce que veut dire l'architecture et ce qu'il faut faire pour éviter que les quartiers deviennent des zones. Et voilà, et avec en plus un homme politique qui était à l'époque quelqu'un qui m'a donné envie de le rejoindre parce qu'il avait cette capacité à vous entraîner derrière lui pour dire « Regarde ce que j'ai fait dans ma ville en 10 ans, j'ai peut-être parfois créé des polémiques, mais j'ai avancé, et j'ai avancé pas pour moi, j'ai avancé pour les autres. » En parlant de polémique, c'est vrai qu'il en a créé. Vous êtes toujours valsiste, alors, Zaga, vous êtes socialiste? Parce que aujourd'hui, on ne sait plus trop, puisque vous avez eu des primaires, et je sais que vous êtes resté, je crois, droit dans vos bottes, comme si je puis dire, et attaché au parti, c'est ça? Je suis d'abord socialiste. Ah. Réponse facile. Mais moi, je dis les choses. Je suis d'abord socialiste. J'étais socialiste avant de rencontrer Manuel Valls, et je suis socialiste après. J'ai beaucoup d'admiration et d'amitié pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait dans sa ville et pour ce qu'il a fait pendant 5 ans quand il était au gouvernement de la France, qu'il soit ministre de l'Intérieur à l'époque ou Premier ministre. Et on parle quand même de quelqu'un qui a protégé les Français pendant 5 ans. C'est quelque chose d'important. La façon d'ailleurs dont il a été traité par En Marche a déçu beaucoup de gens, à commencer par parfois des gens même du premier cercle d'En Marche qui n'ont pas compris l'humiliation qui lui était faite. On parlait quand même du Premier ministre et de l'ancien ministre de l'Intérieur. Après, nos parcours divergent. Mais moi, je ne me mets pas au plan de Manuel Valls. Manuel Valls, il a un parcours extraordinaire. Il a fait une carrière de parlementaire, il a fait une carrière d'élu local. C'est très bien et je suis très heureux pour lui. Il a décidé de prendre une voie qui est la sienne. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans. On est nombreux à ne pas se reconnaître là-dedans. On a choisi, nous, de retravailler de l'intérieur le Parti Socialiste. Le socialisme existera tant que des inégalités existeront. Et donc, quelle que soit la forme qu'il prendra, que ce soit le parti d'aujourd'hui ou un parti de demain, moi, ce que je veux, c'est reconstruire ça de l'intérieur. J'ai entendu d'autres hommes politiques avoir exactement cette même phrase et je crois qu'elle est assez juste. Alors, vous dites qu'il a protégé les Français pendant 5 ans. Il a quand même un peu eu des mots sur les musulmans, puisque là, on va être en période de Ramadan. Il a quand même eu des mots pas toujours habiles, ou parfois, je ne sais pas si ça dépasse sa pensée ou s'il le pensait. S'il le pensait, c'est plus grave, sur les musulmans. Il a porté la déchéance de nationalité quand même. Oui, et c'est d'ailleurs pas le moment où je me suis senti le plus en phase avec lui, il faut bien le dire. Et on a été nombreux. Il ne peut pas y avoir 2 sortes de citoyens dans ce pays.
peut pas y avoir des gens qui ont une double nationalité et donc ils pourraient être sujets à un certain nombre de règles du code pénal et d'autres qui, n'ayant pas de double nationalité, n'y soient pas sujets. Ça ne fonctionne pas. La déchéance de nationalité, au fond, le vrai problème de la déchéance de nationalité, c'est qu'en dehors de créer une inégalité de droit entre les Français, elle était en plus totalement inutile. Totalement inutile. Parce que si on veut me faire croire une seconde qu'un kamikaze se pose 2 fois la question de savoir s'il perdra sa nationalité française ou marocaine, ou algérienne, ou syrienne, ou irakienne, je pense qu'il s'en contrefiche. Donc, à un moment donné, on a voulu faire de cet outil une espèce de symbole. On a voulu aussi, peut-être, il faut dire les choses, en faire un piège vis-à-vis de la droite. Et le piège s'est retourné. Comme beaucoup de pièges qui ont été tendus dans ce quinquennat parfois, de manière un peu trop facile, et qui se sont retournés parfois contre le gouvernement, souvent contre le président de la République. Alors vous êtes en train de dire qu'effectivement les arroseurs se sont fait arroser, quoi. Ça peut arriver. Mais c'est drôle parce que vous qui êtes justement binational, mais en plus au sens le plus large du terme, puisque vous êtes de mère française et de père marocain, ils auraient fait quoi avec vous en fin de compte, Zakaria? D'abord, je suis pas terroriste. Première chose. Et je sais que vous l'êtes pas. Et je risque pas de le devenir. Donc du coup, je ne me sentais mais, pas particulièrement concerné à titre personnel. Mais j'étais concerné parce vous comprenez, que... je peux le sortir, parce que c'est bien que vous l'êtes pas. Mais j'étais concerné parce que, nécessairement, je me suis senti quand même concerné parce que je me demandais, finalement, si on rentrait là-dedans, à comment on en sortait à la fin. Quand on met le doigt là-dedans, comment on en sort dans 5 ans, dans 10 ans? On trouve une inégalité de traitement en général, sur tous les sujets, le droit de la consommation, demain, le droit civil, le droit de se marier, le droit d'adopter, etc. Non, c'est pas possible. Donc il faut faire très attention avec ces choses-là. On parle là du socle constitutionnel. Et une constitution, ça sert justement à être là, à être stable, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les difficultés politiques. Et ça, d'ailleurs, on verra bien très vite que la Constitution, elle sert à quelque chose avec le futur gouvernement. Alors, M. Zadel, vous êtes candidat dans la 4e circonscription. Pouvez nous dire quelles sont les villes qui la composent? Oui. Alors il y en a 7, c'est une des circonscriptions qui a le plus de villes, Noiseau, Ormesson, Chattevières-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Le Plessis-Trévise, Laqueux-en-Brie, Villiers-sur-Marne. Est-ce que j'en ai oublié une? Parce que quand on en dit 7, en général on en oublie toujours une. J'espère ne pas en oublier. Le Plessis-Trévise. Oui, je crois qu'on les a toutes faites. Vous avez dit Plessis-Trévise? Oui, Ormesson, Chattevières, Noiseau, Sucy, Le Plessis, Laqueux-en-Brie, Villiers-sur-Marne, je crois qu'on les a toutes. Voilà. Et donc... c'est quand même pas une terre de gauche où vous partez, je pense. Est-ce qu'on vous a fait un cadeau ou est-ce que c'est parce que vous y habitez, je crois, non? D'abord, oui. Alors d'abord, première chose, ça peut paraître stupéfiant, mais je suis candidat là où j'habite. Je suis candidat là où mes enfants sont scolarisés. C'est vrai que ça devient stupéfiant maintenant. Avec tous les parachutages, ça devient stupéfiant. Je constate, je fais pas de critique malvenue. Je constate que des partis qui s'estiment aujourd'hui totalement dans le renouvellement, comme En Marche, finalement parachutent tout un tas de candidats partout en France qui n'ont aucune implantation locale. Moi, j'ai pas de souci. Mais dans ce cas, on ne commence pas par expliquer qu'on est le parti du renouvellement. Parce que il y a de la politique autrement. Il y a de la politique autrement. Parce que ça, c'est exactement la politique qu'on menait dans les années 80. Quand François Mitterrand a été élu, on s'est retrouvé avec un tas de candidats un peu partout en France, c'était il y a 36 ans, un peu partout en France, qui débarquaient d'on ne sait où, et ça ne choquait personne. C'était une autre époque. Aujourd'hui, j'espère qu'un certain nombre d'électeurs pourront se dire, écoutez, je veux bien qu'un candidat représente la nation, mais comment il va faire s'il n'habite pas ma circonscription pour comprendre un jour ce que c'est que mes 2 heures de trajet quotidien pour aller à la Défense quand je prends le RER E à partir de la gare de Villiers-sur-Marne, voilà, ou quand je prends le A et que le train est supprimé systématiquement du côté de Boissy et que de toute façon il n'arrive toujours pas en bout de gare à Boissy. Il y a un moment, il faut juste revenir à des choses essentielles. L'essentiel, c'est quand même de connaître sa circonscription, c'est d'y habiter. Donc en clair, vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes le candidat de ceux qui vivent sur ce territoire, et vous êtes le candidat et vous portez leurs aspirations, leurs difficultés, leurs revendications. Je le crois, parce que tout simplement, je vis exactement ce qu'ils vivent tous les jours. Moi, je ne vis pas une vie qui n'est pas la leur. Moi, j'ai la même vie que monsieur et madame tout le monde. Je pars au travail le matin, je dépose mes enfants à l'école à 8h20 et pas à 8h31 parce qu'à 8h31, l'école est fermée. Je dois après partir à mon travail, je mets 45 minutes. Parfois, j'y vais en voiture, parfois, j'y vais en RER. Ça dépend des moments, ça dépend de mes rendez-vous que j'aurai à Paris ou pas derrière. Quand je rentre sur Paris, je me retrouve en difficulté avec les voies sur berge, comme beaucoup de gens. C'est pas pour autant que je vais facilement cogner sur un Hidalgo, parce que je peux comprendre aussi, quelque part, la nécessité de faire attention à la pollution, qui nous concerne tous, il ne faut pas l'oublier. Bon, tout ça, c'est des choses qui font que, oui, quand je rentre le soir, j'ai fait la vie, et j'ai passé la vie de monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est évident. Mais je suis monsieur et madame tout le monde.
C'est normal. Vous êtes le plus jeune candidat, je crois, non, sur la circonscription? Je pense, je crois qu'on en a 14 des candidats, j'ai pas regardé tous les CV, mais je crois que je dois être, oui, probablement des plus jeunes. Moi, j'ai pas regardé les dates de naissance, mais je pense que vous devez être un des plus jeunes. Donc, en plus clair, jeune. vous êtes pratiquement le renouvellement. Mais je pense qu'avec d'autres, parce qu'il faut jamais croire qu'on est tout seul, j'incarne aussi le renouvellement. Et le renouvellement, pour moi, d'abord, je voulais dire une chose, le renouvellement, c'est pas l'effacement. Le renouvellement, c'est pas dire qu'on part d'une page blanche et que tout ce qui était fait avant était mal, et tout ce qui sera fait après sera mieux. Ça, et c'est ce qui me gêne un peu dans le discours aujourd'hui d'Emmanuel Macron. C'est ce qui me gêne dans le discours d'un certain nombre de candidats qui se disent d'Emmanuel Macron. Ces gens-là viennent vous voir tranquillement et vous disent, vous savez, ce qu'on a fait avant, ça ne compte pas. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est exactement le discours d'Édouard Philippe, le Premier ministre. C'est le discours, grosso modo, aussi de la candidate que j'ai en marche dans ma circonscription. Elle est maire adjointe de Jacques-Alain Bénisty. Jacques-Alain Bénisty, c'est un maire de droite. Et c'est pas un maire de droite modéré, c'est un maire de droite dure. C'est celui qui disait il y a 10 ans, qui faisait un rapport pour dire qu'un enfant de 3 ans devait être suivi dès ses 3 ans pour être sûr qu'il ne devienne pas un délinquant. C'est cette droite-là dont on parle. C'est pas des gens qui sont ni de droite ni de gauche. C'est des gens qui sont ni de gauche ni de gauche. Et ils veulent nous dire que faut pas compter ce qui s'est passé avant, faut voir ce qu'ils feront après. Moi je dis non. Ce qu'ils ont fait avant, ça m'intéresse aussi. En clair, En Marche, c'est un peu... on repeint la façade, quoi. Mais on garde le vieux bâtiment, quand même. Pour l'instant, c'est une belle opération de communication bien menée. Je comprends que beaucoup de Français aient eu envie d'entendre ce qu'a dit Emmanuel Macron et je respecte leur choix. Et il faut respecter leur choix, il faut respecter le président de la République qui arrive. Il faut lui laisser le temps de faire gagner la France. Je le lui souhaite. Ce que je lui souhaite aussi, c'est d'avoir une majorité de gauche demain à l'Assemblée nationale qui l'aidera dans ses choix. S'il n'a qu'une majorité qui se ressemble tous, de gens qui sont tous des cadres supérieurs, qui sont tous des gens qui viennent et qui travaillent aux mêmes endroits de l'Ouest parisien, ce qui est quand même grosso modo la carte de France des candidats que je suis en train de voir d'En Marche. Alors si c'est ça, moi ça sera pas mon Assemblée nationale, ça ne sera pas celle que j'aurais choisie. Donc je comprends bien, vous êtes en train de m'expliquer que le 18 juin, vous ne serez pas dans la majorité présidentielle, mais vous serez sur des valeurs de gauche. Mais on verra. Peut-être que d'ici le 18 juin, il aura eu envie de présenter un vrai projet pour la France, qui soit un projet qui tienne compte de la solidarité nécessaire, qui soit un projet qui aide les collectivités locales à définir mieux leurs actions et à rendre du service public pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir du service privé. Ça, c'est une réalité qu'on a fait pendant 5 ans, qui aide à finir les projets de rénovation urbaine, qui aide à mettre de l'argent dans nos CCAS, nos comités d'action sociale, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens viennent nous voir parce qu'ils n'ont même plus les moyens de finir le mois, qui permettent de garantir les fonds de solidarité pour le logement. Moi, s'il me dit tout ça demain, s'il me dit qu'il renonce à augmenter la CSG, qui sera quand même inique vis-à-vis d'un certain nombre de retraités qui ont un pouvoir d'achat qui est en baisse depuis quelques années, s'il me dit demain qu'il renonce à une réforme des retraites qui peut avoir qu'un seul effet aujourd'hui, c'est de retarder encore plus l'âge de départ réel à la retraite, pas légal, réel, celui qui fait qu'on part quand on est sûr de pouvoir payer encore ses indemnités. Il y a un moment où il faut se dire les choses. Nous, on dit des choses de fond, on veut faire du fond, on veut travailler sur le fond, on refusera d'être dans une majorité, je le dis pour beaucoup de socialistes parce que c'est le cas, qui ne serait qu'une majorité de façade. Ça, c'est la meilleure façon de se tromper. Je pense que nous, on a par contre beaucoup de choses à apporter pour la suite. Je sais que vous avez des analyses, mais je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'En Marche vient de faire exploser les partis ? Et est-ce que vous n'êtes pas, parce que vous parliez effectivement de projet, dans son projet de la réforme du Code du travail par ordonnance, est-ce que vous n'avez pas pensé qu'il est en train de faire exploser les syndicats ? Parce que j'ai regardé le cabinet de la ministre du Travail. Le directeur de cabinet est un ancien négociateur du MEDEF. Le numéro 2 est un ancien négociateur de FO, l'ancien numéro 2 de Bailly. Et je pense que, vous comme moi, vous êtes avisé sur la politique. Je pense qu'il a regardé qui tenait la rue, parce qu'avoir la CFDT, c'est bien, mais sur la rue, c'est CGT et FO, CGT et FO. Et j'ai l'impression qu'il est en train d'essayer aussi de travailler. C'est votre avis là-dessus ? D'abord, sur la question des ordonnances... Sur les partis et sur les syndicats. Est-ce qu'il n'est pas en train de tout casser pour essayer de reconstruire sur le chaos ? Mais moi, c'est un peu... Il y a quelque chose d'assez paradoxal dans la démarche d'Emmanuel Macron. C'est que depuis le début, il explique qu'il est prompt à une forme de modernité. Et qu'il faut ramener de la modernité dans des institutions qui ne fonctionnent pas. Les vieux partis sont des vieux partis, qui n'ont plus d'intérêt. Les syndicats sont des vieux syndicats. On va refondre tout ça. Bon, pourquoi pas ? Mais j'ai l'impression que sous couvert de modernité, en fait, ce qui se passe, c'est que surtout, il veut instaurer une forme de verticalité. Et la verticalité sera d'autant mieux assise que tout le monde sera atomisé en face. Et c'est ce qui se passe, parce que c'est toujours ce qui se passe au début d'une élection présidentielle. En général, il y a un premier temps où on est tous un peu engourdis. C'est normal, on se cherche. Et qu'il ne s'inquiète pas, on ne va pas se chercher longtemps.
on va être amené très vite à devoir se reposer les bonnes questions. Par exemple, la question des ordonnances. Moi, je ne crois peu à un parti socialiste demain qui ne soit capable que d'être une espèce d'usine où on se rencontre entre socialistes, on a tous notre petite carte, on se retrouve entre nous, à la fin on finit avec une bouffe, et tout le monde est content et on repart chez soi, on a refait le monde. Non, demain le socialisme, le progressisme, il s'incarnera dans un grand mouvement qui dépassera clairement le Parti socialiste, ça c'est évident, et ça c'est ce que nous a amené Macron. Pas que lui d'ailleurs, Mélenchon a fait la même chose, Marine Le Pen a fait la même chose, mais qui saura s'appuyer sur la force des syndicats réformistes, qui saura s'appuyer sur la force du secteur associatif. Et je crois beaucoup à ça. Je crois que nous n'avons pas suffisamment dialogué. Ça, c'est la réelle social-démocratie. C'est la Là vraie où vous social-démocratie. parlez de la vraie social-démocratie, pas celle qu'on galvaude. C'est celle que nous n'avons jamais instaurée en France. Elle n'a jamais été instaurée. Jamais. Ni dans les pays de l'Est, d'ailleurs. Hein. Et là, parce que c'est celle que voulait instaurer l'URSS dans son temps. C'était la social-démocratie. C'est ça le vrai projet. Et ça démarre par une chose. C'est qu'il faut que nous perdions la mauvaise habitude de penser que la politique ne concerne pas le syndicat réformiste. Il a aussi son mot à dire sur beaucoup de sujets. Et on doit arrêter du côté des syndicats de penser que les élus ne peuvent être en dehors des questions de droit du travail. La question qui se pose en ce moment sur les ordonnances, c'est qu'on dit quoi? On dit les parlementaires que vous allez élire demain, la personne qui est en face de moi en marche dans ma circonscription, vous lui dites, on va peut-être voter pour toi, mais les 6 premiers mois, tu vas te taire. Parce que tu comprends, là, on parle entre grands. On parle entre les syndicats, le gouvernement. Les parlementaires, vous nous faites une loi d'habilitation, vous nous ferez une loi de ratification. Entre les deux, silence. Et on a le culot de me dire régulièrement, c'est la même chose que le 49.3. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans le 49.3, on n'a jamais dit aux parlementaires de se taire. On leur a dit, votez si vous voulez contre. Mais si vous votez contre, ça veut dire que le gouvernement saute. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je suis d'accord avec vous. Et c'est bien de préciser, parce que les gens ne savent pas toutes ces subtilités. C'est bien que vous puissiez les préciser. On voit quand même que vous êtes assez aguerri. Pour un jeune de 36 ans, vous avez quand même une certaine vision. Et donc, moi, je voudrais vous interroger. Est-ce que vous pensez que dans ce pays, on a vraiment fait du réformisme? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui parlent de réformisme, ils accompagnent le système. Le réformisme, c'est transformer le système. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les gens ont envie de transformer le système? Parce que c'est ce que... Est-ce que vous pensez qu'ils ont réellement envie de transformer le système? Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt envie d'accompagner le système? Que tout ce qui est défaillant, quand la machine intégrée, comme il disait, est défaillante, on ressort la petite pour masquer les choses. Mais est-ce que franchement, vous pensez que les gens ont envie de toucher à ce système? Parce que ce système est profondément injuste quand même. Vous venez de le dire sur plein de choses. Vous venez de l'expliquer. Je pense que le système a mis en colère beaucoup de gens. Je pense qu'il a mis en colère beaucoup de gens. Et que ces gens-là, d'ailleurs, n'ont pas grand-chose à voir avec les candidats qui sont aujourd'hui alignés et qui ne leur ressemblent pas. Et je crois que, d'ailleurs, on le voit à l'élection présidentielle. Le premier tour consacre 24% pour Emmanuel Macron, mais finalement, les 3 partis qui surfent sur la colère des Français, c'est-à-dire finalement celui de Jean-Luc Mélenchon, celui de Marine Le Pen et celui de l'abstention, sont quand même les grands gagnants. Encore une fois, et ils cumulent à eux tous un bon nombre de millions de voix de plus que ce qu'a fait le président de la République au premier tour. Donc la colère, elle est là, elle existe. Pour revenir sur est-ce qu'on réforme vraiment? À partir de quoi on réforme? On réforme à partir de l'individu. On ne réforme pas un système sans réformer à partir de ce que l'individu voit comme étant sa place dans le système. Et pour ça, il faut déjà commencer par donner confiance aux gens. Confiance en eux. Leur dire, vous pourrez réussir. Pas seulement parce qu'on vous dit qu'on va vous libérer vos énergies. Ça, c'est des phrases toutes faites de libéraux. Ça, c'est ce qui se termine par Uber, qui, dans nos quartiers, vient dire « Laissez tomber, c'est pas la peine d'aller vous gâcher votre existence à aller faire une fac, à aller faire un diplôme. De toute façon, vous n'aurez pas de boulot à la fin, parce que de toute façon, vous serez discriminé à l'embauche. Alors, montez votre boîte. Comme vous aurez monté votre boîte, vous serez plus dans les statistiques du chômage et tout le monde sera content. » Alors, ça peut permettre, à un moment, de fonctionner, et ça peut permettre au système de s'auto-réguler. Ça ne dure pas longtemps, en général. Ça ne dure pas longtemps. Oui, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, en fin de compte, si le projet de société, c'est Uber, c'est l'ubérisation de tout, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes? Parce que avoir une belle voiture, mais avoir 1 200 € par mois, c'est peut-être pas ce qu'on peut aspirer, non? Mais c'est exactement ce que je leur dis. Et je leur dis, travailler dur à l'école, c'est quand même la meilleure façon, à un moment donné, de réussir. C'est facile à dire. Je sais que c'est beaucoup plus dur en vrai. Moi, j'ai toujours eu une conviction, c'est qu'il faut aider les jeunes diplômés dans les quartiers. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais cru à la théorie du ruissellement qui dit l'argent on distribue et puis au bout d'un moment, à force d'arriver par le haut, il finit par toucher les petits tout en bas. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est Margaret Thatcher, ça n'a jamais fonctionné. Touche pas, ça n'a jamais fonctionné. Par contre, ce en quoi je crois, c'est que dans un certain nombre de territoires, si on va toucher les jeunes qui sont au chômage, des jeunes qui ont fait des études, ceux-là même dont leurs amis leur disaient « Pourquoi tu t'embêtes à faire des études? Viens avec nous, on va dealer du shit, ça sera beaucoup plus simple. » Si on commence par faire en sorte que ces jeunes-là
deviennent un exemple pour les autres. Qu'à chaque fois qu'ils ont un diplôme, ils soient plus aidés. Et j'assume le fait de le dire. Qu'ils soient plus aidés que monsieur et madame tout le monde. Parce qu'ils ont un nom à consonance étrangère. Parce qu'ils prennent un RER que les employeurs voient très bien comme étant source, en général, de retard au travail. Parce que on sait bien qu'ils n'ont pas les codes d'un certain nombre d'entreprises et de milieux. Si on commence par aider plus ces jeunes-là, plus peut-être que d'autres jeunes qui sont issus de quartiers plus favorisés, et il faut assumer à un moment donné ça s'appelle la discrimination positive. Moi, je dis qu'il faut dire les choses. Alors si on arrive à faire ça, on arrivera à enlever cette idée que ça ne sert à rien de faire des études et qu'il faut peut-être mieux rester à tenir le mur. Et ce que vous dites est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on ne prend pas conscience que ces jeunes dont on parle, hommes, femmes, etc., ils sont nombreux, c'est des vrais 4x4, c'est des innovations, parce que justement, comme ils n'ont pas les codes, ils réinterrogent les codes. Exactement. Et donc, ils vont apporter de l'innovation d'entreprise. De quoi meurent nos entreprises? De la reproduction. Exactement. Comme nos partis sont morts de la reproduction oligarchique. Exactement. C'est ce que vous prenez, en fin de compte. Vous voulez vraiment remettre de l'innovation. C'est des 4x4 tout terrain. S'ils ont réussi à faire des études de là où ils viennent, dans les conditions où ils ont vécu, ce sont des 4x4 tout terrain. C'est au contraire cela l'avenir de demain, non? C'est exactement ce que je vous dis. Et je pense que si on comprend que ces jeunes-là sont des pépites qui méritent à un moment donné que, oui, sur les derniers 100 mètres du parcours, les derniers 100 mètres, ils ont fait tout le reste. Non pas tout seuls, mais ils l'ont fait quasiment à la force du poignet. Souvent parce qu'ils ont eu des parents qui ont été sérieux derrière eux, qui les ont empêchés de sortir. Donc c'est tout un système que vous faites gagner. C'est les parents qui ont eu raison pendant 20 ans de ne pas laisser leurs gamins sortir dehors jusqu'à 23h ou minuit. C'est les petites sœurs, c'est les petits frères que vous allez voir derrière qui vont dire « Bah oui, j'ai pas le choix, il a réussi, donc je dois réussir aussi ». C'est tout ça. Et c'est ces petits écosystèmes-là que vous faites réussir. Moi, je ne crois pas aux grands discours. À un moment donné, je crois aux faits et aux actes. Il faut aider les jeunes diplômés dans les quartiers, c'est prioritaire. Donc ça permettra effectivement de l'exemplarité, de montrer Exactement. que la République est exemplaire, qu'elle est juste, non? Et ils ont le droit de faire autre chose que d'ouvrir des machines, des kebabs, de faire des food trucks. C'est très bien. Moi, j'ai aucun souci avec ça et je pense que c'est très bien, mais il faut aussi que ces jeunes-là, ils aspirent aussi juste à être comme n'importe quel jeune. Et comme n'importe qui, arriver à la fin de leurs études et obtenir un entretien d'embauche dans un grand groupe, dans une PME, dans une TPE. Et vous ne pensez pas aussi que ces jeunes, dans le cadre de la mondialisation, de la lutte acharnée qu'on se livre, peuvent être aussi de véritables passerelles avec les pays d'origine et de véritables acteurs? Mais j'en suis sûr. J'en suis sûr. Je pense aussi qu'à un moment donné, il faut aussi interroger les choses, il faut se dire les choses. On n'est pas sur n'importe quelle télé. Il y a aussi beaucoup de jeunes d'origine maghrébine, dont le nom et la religion sont des facteurs de discrimination. Et moi, je n'accepterai pas que pendant les 5 ans du quinquennat qui s'ouvre, on perde encore 5 ans à ne pas se poser les bonnes questions. Si on croit encore vraiment dans ce pays que être musulman, être marocain, être algérien, et c'est souvent la même chose, et les musulmans n'ont pas pris comme un fait religieux, mais comme un fait social. Alors si on ne croit pas que ça, si on ne veut pas voir que ça peut être des vrais facteurs de discrimination, alors qu'on sait aujourd'hui, toutes les études le montrent, vous avez 4 fois plus de chances d'être discriminé si vous êtes un jeune homme musulman que si vous êtes un jeune homme catholique. Ah, c'est une réalité en France. Ça vient de l'Institut Montaigne. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas l'Institut. C'est pas à gauche, c'est pas l'Institut le plus à gauche que je connaisse. Tout à fait. Ils le disent. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Donc oui, il faut relancer ça. Et les priorités du quinquennat, je veux bien qu'on ait comme urgence les ordonnances sur le droit du travail. Oui, qu'on le fasse, mais qu'on fasse des ordonnances alors qui amènent des vraies réponses sur ces champs-là. Et là, je serai prêt à aller vite. Je ne serai pas prêt à aller vite pour reculer sur les droits. Mais je serai prêt à aller vite pour aller vite sur les discriminations et les inégalités. Vous vous rendez compte, parce que vous venez de citer l'Institut Montaigne, alors c'est vrai que c'est à droite, c'est d'ailleurs la Fondation AXA, c'est tout ce réseau-là, mais c'est marrant parce que c'est un des instituts qui s'est le plus intéressé aux discriminations et à l'égalité républicaine. Comme quoi on peut dépasser les partis et les clivages politiques et les clivages idéologiques à partir du moment où on fait déjà les mêmes constats. Donc en vérité, vous, c'est ce que vous voulez porter à l'Assemblée, M. Zadane, c'est le sens de votre engagement? Oui, je crois que le renouvellement, c'est pas une affaire de parti. C'est une affaire de personne, c'est une affaire de personnalité, c'est une affaire d'envie. Il faut donner aux gens qui ont envie de faire bouger les choses les moyens de faire bouger les choses. Sinon, on n'y arrivera pas. Alors, est-ce que vous pensez que, plutôt que En Marche a réussi un tour de magie, de la prestigiation, que de faire croire aux gens qu'ils allaient instaurer de l'horizontalité, parce que c'est ce que demandent les gens dans une démocratie, plus d'horizontalité, et que sous couvert de vendre de l'horizontalité, en réalité, ils sont en train de nous préparer une grande verticalité qui va justement à l'encontre de ce qu'ils prônent? La première horizontalité dans un pays comme la France, qui en est arrivé à son stade de maturité, c'est la décentralisation.
C'est ça l'horizontalité, sinon ça veut rien dire. Moi, si c'est l'horizontalité en termes de management à l'intérieur des entreprises, c'est très bien. Enfin, tout ça ne sert qu'à une chose en général, à concourir au profit et à veiller à ce que le salarié soit dans un bien-être qui permet d'éviter tout conflit social. Très bien. Mais ça ne peut pas être ça, l'alpha et l'oméga du projet de la France. L'alpha et l'oméga du projet de la France, c'est est-ce qu'on est plus centralisateur? Est-ce qu'on fait confiance ou pas aux collectivités? Est-ce qu'on fait confiance ou pas à des gens qui peuvent demain être eux-mêmes les élus locaux? Ce qui fait que les gens sont défiants vis-à-vis des maires, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils ne seront jamais maires. Le jour où on leur fera comprendre qu'ils peuvent devenir maires, qu'ils peuvent devenir députés, qu'ils peuvent devenir élus locaux, alors à ce moment-là, il n'y aura plus de sujet. Et on aura tous confiance les uns en les autres. Donc, si on ne réforme pas ça, alors là, oui, je vous confirme. On pourra se gausser avec des termes. La vraie horizontalité, c'est la décentralisation. Ce qui est en train d'être proposé aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le retrait d'un certain nombre de moyens aux élus locaux. Moi, si je suis député demain, j'ai 7 villes, vous l'avez dit, j'ai 7 villes de droite sur mon territoire. Voilà. Vous avez fait grand chelem, vous. Hein. Si je suis député et que je leur dis dès le départ, bon, écoutez, vous êtes de droite, je ne bosse pas avec vous, on ne va pas y arriver. Si je suis député et que je leur dis, vos idées seront celles que je porterai à chaque fois qu'elles seront justes, à chaque fois qu'elles seront égalitaires, à chaque fois qu'elles feront avancer la lutte contre le chômage, la lutte contre les discriminations, le social, alors oui, on devrait y arriver. C'est votre leitmotiv, le bien-être de votre territoire, la justice sociale. Je crois qu'on ne réforme jamais tout seul. Et je crois qu'on n'y arrive jamais tout seul. On a besoin des autres. Vous avez cette volonté de vouloir convaincre. C'est l'autre. Si je fais cette campagne, c'est pour essayer de ramener un certain nombre de thèmes qui avaient été oubliés ou que je crois être oubliés, qui peuvent être oubliés dans cette campagne. Moi, j'ai voulu faire une campagne initiative parce que c'est un moment important où on peut dire des choses qu'on ne dit pas d'habitude parce que tous les 5 ans, on sait comment ça se passe. On ne voit plus les élus sur le terrain, on ne les entend plus. J'ai la chance, moi, d'être conseiller municipal. Je dis ce que j'ai à dire tous les mois, tous les 2 mois dans un conseil municipal, mais il faut bien dire les choses. Ça intéresse assez peu les gens, les conseils municipaux. Ça les intéresse quand ça les touche, vraiment. Quand on s'oppose à des hausses de fiscalité qui ne sont pas liées à des hausses de services publics. Ça, par exemple. Moi, je ne suis pas contre la baisse de la taxe d'habitation que propose Macron. Je veux juste être sûr que la baisse de la taxe d'habitation de Macron ne se traduit pas à la fin par un dessaisissement complet des collectivités. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous baissez la taxe d'habitation dans une ville, aujourd'hui, comme la Queue-en-Brie chez moi. Bon, vous la baissez aussi pour les habitants de Neuilly-sur-Seine. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, comme c'est 80% des habitants qui sont sur les revenus les plus faibles, la mairie de Neuilly-sur-Seine va, grosso modo, voir un nombre d'habitants beaucoup moins important, voir sa taxe d'habitation supprimée. Et à la Queue-en-Brie, j'en aurai beaucoup plus. Mais quand on va geler les dotations, qu'on va augmenter les impôts, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à Neuilly-sur-Seine, le maire va pouvoir augmenter les impôts et trouver du cash. Et il fera ce qu'il voudra pour faire des ronds-points et des jolies fleurs. Le maire de la Queue-en-Brie, lui, il sera coincé. Dès qu'il va augmenter d'un point, l'État lui dira, c'est terminé, mon grand. On ne va plus rien te donner. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est justement c'est les villes qui avaient la taxe professionnelle ont été beaucoup touchées par cette chose, puisque du coup, ils ont une compensation qui n'a pas bougé depuis 2010, alors qu'avant, ils avaient cette capacité de diriger ou de gérer, y compris la vie économique de leur commune. Et donc, vous allez finir par appauvrir les villes qui sont déjà plus pauvres, enrichir celles qui sont déjà plus riches, et donc ça veut dire quoi? Derrière ça, il y a des gens. Donc vous aurez moins de services publics pour les autres. Alors, avant de nous quitter, M. Zakaria Zeidan, qu'on a accueilli, qui est candidat dans la 4e circonscription du Val-de-Marne, hein, donc on l'a dit. Nous sommes en période de Ramadan. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux musulmans? Eh bien, parce que sur votre territoire, il y en a quand même beaucoup, comme d'autres d'ailleurs. Il y en a beaucoup, et on a un petit souci avec une mosquée qui a été fermée administrativement, pour lesquelles, d'ailleurs, dans laquelle un travail a été fait par la communauté, par l'association culturelle et culturelle pour faire, comme on dirait un peu vulgairement, le ménage. Ce travail a été fait et aujourd'hui, il se retrouve toujours sans lieu de prière pour accueillir le mois de Ramadan et pour accueillir les croyants. Ce qui est quand même un vrai problème. Donc là déjà, ce que je dis, c'est garder confiance. Je pense qu'avec un dialogue nourri entre l'État, le maire de Villiers-sur-Marne, et moi je serai prêt bien sûr comme parlementaire à aider à ce dialogue, on pourra rouvrir la mosquée. Ce que je dis en général aux musulmans, c'est soyez fiers. Vous devez être fiers d'être musulmans, vous devez être fiers d'être ce que vous êtes, vous devez relever la tête. Quand Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Intérieur, ose dire un jour que les musulmans doivent se faire discrets, j'ai bondi quand j'ai entendu cette phrase. J'ai bondi parce que cette phrase est inadmissible. Les musulmans doivent être fiers de ce qu'ils sont, comme les juifs doivent être fiers de ce qu'ils sont, et les catholiques doivent être fiers de ce qu'ils sont. Merci Zakaria Zeidan. Eh bien, écoutez, sur ce message de fierté des musulmans, je vous souhaite une bonne rupture du jeûne. Et n'oubliez pas, on se retrouve bientôt dans Plein Feu, le vrai débat. Merci, bonsoir à toutes et à tous
et bonne rupture du jeûne. À bientôt. Au revoir.